Voilà. Alors on le disait, hein, une visio qui est centrée sur cette thématique des évaluations nationales autour des éclairages sur l'exploitation pédagogique des données. Le sommaire, vous l'avez ici, en 3 parties avec une petite incise introductive sur une vision d'ensemble, et puis 3 parties principales avec les outils pour analyser les résultats. En deuxième partie, l'exploitation des évaluations nationales à l'aide précisément de ces outils, et puis un focus sur les groupes de besoins, qui sera d'ailleurs l'un des points les plus importants qu'on abordera au cours de cette visio. Alors, la première partie introductive sur une vision d'ensemble, la voici. C'est quelque chose probablement que vous connaissez déjà, hein, parce qu'on avait déjà eu l'occasion en début d'année d'en parler avec Christophe Mazuillet. Sur ce calendrier et puis l'ensemble des opérations qui concernent les évaluations nationales, vous pouvez voir que c'est un processus très complet qui débute à peu près fin août, début septembre, et puis qui s'étend jusqu'à la période de fin novembre, début décembre, quand on parle simplement de ce qui est passation et recueil des données. Et puis, c'est un processus d'ensemble qui concerne désormais le primaire et le secondaire, on va dire pratiquement dans son intégralité, vous voyez pas complètement, hein. L'an dernier ont été introduits les évaluations nationales sur le niveau 4e et puis sur le niveau CM1. On fera une toute petite parenthèse sur cette nouveauté-là. Les points communs de cette évaluation-là, c'est que ce sont des évaluations qui portent sur des acquis en français et en mathématiques. Pour autant, le point à observer, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de connaissances qui relèvent uniquement de l'enseignement du français, de l'enseignement des mathématiques réalisés par les professeurs qui sont dédiés à cela, mais bien de savoirs plus généraux et fondamentaux dont on sait que l'acquisition perfectible peut mettre en difficulté les élèves dans bon nombre d'autres disciplines. Ce sont des évaluations qui, bien entendu, s'adressent à tous les élèves. Et puis, les objectifs, il y en a essentiellement 2. C'est de disposer d'informations complémentaires relatives au niveau de maîtrise des élèves, et puis enrichir les outils d'aide au pilotage pédagogique, à la fois local et académique. C'est bien aussi de cela dont il va être question dans cette présentation. Alors, dans les points communs concernant ces évaluations nationales, ce processus complet, c'est une évaluation qui concerne des domaines en maths et en français, mais qui sont communs. Beaucoup sont communs entre les niveaux. Vous avez par exemple nombre et calcul qui intervient dès le CP jusqu'à la seconde, donc qui est un domaine qui est régulièrement évalué. C'est fait à dessein, bien entendu. Et puis, selon ici 3 niveaux de maîtrise, ça permet effectivement d'identifier des élèves dits à besoin, fragiles ou d'un niveau satisfaisant. Voilà. Il y a tout de même des spécificités à observer quand on regarde les évaluations nationales sur le premier degré et sur le second degré. Dans le premier degré, c'est une passation sur format papier et une saisie qui se fait en ligne par les enseignants. Alors ça a comme conséquence la connaissance de l'ensemble des items qui sont proposés aux élèves par les équipes, et ce qui est évidemment un outil précieux pour pouvoir ensuite conduire des actions de remédiation, des actions d'accompagnement, de régulation. Dans le second degré, les évaluations se font via l'outil informatique, via l'outil numérique, on y reviendra, et on évalue des champs spécifiques par regroupement d'items qu'on appelle les tests spécifiques. On n'évalue pas que ça, on évalue aussi des grands domaines, mais on n'a pas accès à tous les items que réalisent les élèves. On a accès seulement à un certain nombre d'entre eux dans le détail qu'on appelle tests spécifiques. Alors ici, une nouveauté en 2023 que vous connaissez, hein, les évaluations nationales ont été mises en place en CM1 et en 4e. Elles ont aussi probablement vocation dans les années à venir à se mettre en place sur l'ensemble des niveaux, avec 2 champs disciplinaires évalués, le français et puis les mathématiques. Vous pouvez voir ici sur la diapositive la description des domaines qui sont concernés, à la fois par les évaluations nationales en français et en mathématiques dans le second degré, et puis également en CM1 ici, en français et en mathématiques. Vous pouvez voir d'ailleurs que vous avez des domaines communs. Dans ce processus commun,
d'évaluation, il y a également les fiches restitution. Alors, elles peuvent prendre des colorations un petit peu différentes du premier degré ou dans le second degré, mais elles renferment souvent le même type d'informations. Elles renseignent sur le niveau d'acquisition des élèves sur chacun des domaines. Et elles peuvent prendre des formes un peu variées. Vous voyez ici apparaître celles qui concernent le second degré et qui ont un certain nombre d'informations qui sont accessibles via notamment des QR codes par les familles quand il s'agit de pouvoir obtenir des détails sur des items, sur des réponses données par les élèves. Voilà. Et donc vous voyez qu'ici, on voit bien un marqueur de cette vue d'ensemble, en tout cas de cette volonté d'avoir un processus évaluatif commun, structuré, depuis le CP jusqu'à la seconde. Alors, concernant la passation, ici, on attire un petit peu votre attention sur deux choses. L'objectif ici, ça n'est pas forcément que les élèves réussissent l'évaluation, c'est pas tellement le propos. Le propos, c'est davantage d'obtenir une donnée fiable. Et une donnée fiable, ça veut dire qu'on essaye de l'épurer un maximum d'un certain nombre de biais. Et pour ça, on peut essayer de faire en sorte d'en contenir certains, notamment par exemple en évitant le cumul le cumul de tests mathématiques et français, c'est-à-dire éviter de les faire réaliser par les élèves successivement, de manière à ce que on sécurise pour chacun de ces tests-là le temps qu'il faut, le temps nécessaire, et puis que les élèves ne soient pas tout simplement fatigués pour passer la seconde évaluation, ce qui serait déjà un premier biais. Et puis, deuxième biais qu'on peut essayer de contenir un petit peu, c'est que vous avez pu voir qu'il y avait une différence de passation entre une différence de nature entre les évaluations nationales dans le premier degré et en sixième. Dans le premier degré, ce sont des évaluations papier. Ça n'est pas le cas dans le second degré. Elles s'effectuent avec un outil numérique sur ordinateur. C'est des questionnaires à choix multiples, etc. Et donc, il n'est pas rare de voir des élèves qui cliquent un petit peu partout, ne sachant pas trop comment s'y prendre. Et évidemment, là, on fausse la donnée qu'ils peuvent être amenés à saisir et qui nous renvoie. Donc, l'idée ici, c'est quand même de prévoir un temps d'acculturation des élèves sur ces évaluations nationales de sixième, notamment, en leur proposant, par exemple, de réaliser quelques petits items en amont, en classe, en français et en maths, qui ne seront pas proposés dans l'évaluation nationale en question. Et puis, en les amenant à s'habituer également à tout ce qui est souris, manipulation de l'outil informatique. Ça, on le sait que certains collèges le font très bien, veillent à ce que dès l'entrée au collège, on familiarise les élèves avec l'usage de la souris, du clavier, pour qu'ils puissent réaliser leurs évaluations. Autre point d'attention, cette fois-ci, qui concerne l'exploitation des résultats individuels. Comme vous le savez, hein, il y a une date limite de téléchargement des données. En général, elle se situe aux alentours de fin novembre. C'est-à-dire que dans le calendrier, une fois que les évaluations sont terminées, eh bien, les établissements peuvent télécharger dans la foulée les résultats produits. Et ce téléchargement de données-là, eh bien, il a une certaine durée qui n'est valable à peu près jusqu'à fin novembre. Et puis, autre chose qu'on peut ici relater, c'est l'idée de se constituer une archive des données pour notamment faire du suivi de cohorte au sein de l'établissement. Parce que ces données-là, on n'a pas forcément, nous, en tout cas du côté de l'inspection, accès de manière facilitée aux tests spécifiques. Et donc, ça peut être intéressant que les établissements eh bien, se constituent une petite archive de ces données. Voilà. Alors, on va rentrer cette fois-ci dans le vif du sujet avec un premier point, les outils pour analyser les résultats. L'idée ici, ça n'est évidemment pas de vous proposer une description dans le détail de chacun de ces outils ou de vous les faire manipuler, etc. Simplement, c'est d'en prendre connaissance et de voir en quoi ils peuvent être utiles, notamment pour l'année prochaine. Alors, là, c'est pour information. Les outils pour analyser les résultats dans le premier degré.
Il en existe de plusieurs types. Vous avez des fiches de synthèse par école, vous avez des fichiers restitution par circonscription qui sont constitués. Vous avez aussi des outils proposés par le DIAZEP. Archipel également est un outil qui permet d'aller rechercher des données, d'ailleurs pas que pour le premier degré, c'est aussi le cas pour le second degré. Ici, on va plutôt se centrer pendant tout le reste de la présentation sur les outils disponibles pour le second degré, avec notamment, en première chose, les tableaux de restitution téléchargeables depuis la plateforme ASP. C'est sur cette plateforme que chaque collège ou lycée peut procéder au téléchargement des données une fois les passations de ces évaluations réalisées. Et vous avez ici, en fait, deux types de fichiers. Un premier qui concerne les résultats individuels par domaine, en maths et en français, où on voit apparaître ici souvent des codes couleurs qui permettent de mettre en surbrillance les élèves à besoins fragiles ou satisfaisants selon les domaines. Et puis, d'autres fiches, cette fois-ci par classe, ce qui n'est pas tout à fait ergonomique, parce que dans le premier cas de fichier, c'est par établissement. Là, ici, ce sont des fiches, un fichier par classe, des résultats individuels détaillés des tests spécifiques. Donc là, ce sont les items libérés qui sont collectés dans ce fichier-là. Et ce fichier permet donc d'avoir accès aux résultats détaillés, aux réponses des élèves détaillées aux items qui ont été libérés. Bien entendu, on le répète, dans ces évaluations, tous les items ne sont pas libérés, seulement une partie, en maths et en français. Et donc, c'est ceux-là qui sont renseignés dans ce deuxième fichier et mis à votre disposition. Donc ici, essentiellement, téléchargeable depuis ASP, deux types de fichiers, les résultats individuels par domaine, et puis les résultats individuels détaillés des tests spécifiques. Alors, si on fait un tout petit zoom sur le fichier des résultats individuels par domaine, vous le connaissez fort bien, vous avez la classe. Alors, vous pouvez voir d'ailleurs dans l'encadré, sous classe, qu'apparaît le mot école et non pas classe. Vous verrez que ici, on a recyclé l'outil pour pouvoir obtenir les résultats des élèves en fonction de leur école d'origine. Et ce fichier-là vous sera également envoyé, mis à disposition au mois de septembre. Donc ici, vous avez les résultats par domaine, hein, donc on les voit en surbrillance, satisfaisant, fragile, à besoin, par élève. Alors, j'ai oublié de le mentionner, mais tout le long de la présentation, on va s'appuyer sur les résultats d'un collège. Tout a été anonymisé pour illustrer un certain nombre de propos. Voilà, le zoom suivant, cette fois-ci sur les résultats individuels, vous pouvez voir qu'ils sont de nature tout à fait différents, ces fichiers, puisque cette fois-ci, en face de nom et prénom, vous voyez apparaître alors, le score général au test spécifique, certes, mais pour chacune des questions, dans les tests spécifiques, ici par exemple sur les automatismes en mathématiques, vous voyez apparaître les réponses proposées par les élèves, et puis à côté, un 0 ou un 1, selon que l'item a été renseigné convenablement ou pas. Voilà. Et là, on a accès à une donnée, à la donnée la plus fine qui soit, c'est-à-dire à la fois la réponse de l'élève et puis son score. Voilà. Et cette fois-ci, on arrive sur un deuxième type d'outils. Ce sont les outils qui sont des outils académiques qui sont élaborés et mis à la disposition par la DIAZEP, le service statistique du rectorat. Et ces outils, ce sont des outils d'aide à l'exploitation des fichiers de données dont on vient de parler juste avant. Donc, il y en a deux essentiellement. Il y a un premier fichier un premier outil qui s'appelle le tableau de bord, dans lequel on vient déverser, copier-coller les résultats individuels par domaine et qui permet de générer un fichier d'aide, un outil d'aide pour analyser les résultats. À droite, vous avez la même chose, c'est-à-dire un tableau de synthèse des résultats, mais cette fois-ci au test spécifique. Donc ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, il n'en existait pas. On en a mis un en place dans l'académie pour les quatrièmes cette année. Et l'idée, c'est qu'on le déploie sur la totalité des niveaux en y apportant un certain nombre de modifications, de prolongements, de manière à ce qu'il puisse être exploité
notamment avec les enjeux de la réforme à la rentrée. Donc celui-ci, il vient prélever, enfin on vient déverser dans cet outil-là les résultats individuels au test spécifique, et il permet de générer un outil d'aide à l'exploitation de ces données. À chaque fois, dans les deux cas, le fait de la conception, l'élaboration de ce fichier-là se fait de manière automatique, c'est-à-dire on fait un copier-coller, ou bien on déverse les résultats dans un dossier, on appuie sur un bouton, et ça permet à l'outil de se déployer. Et donc, de manière très cohérente, vous avez un outil d'aide pour ce qui concerne le fichier des domaines, et puis un autre outil d'aide pour ce qui concerne les fichiers résultats sur les tests spécifiques. Voilà, donc si on doit résumer pour ces outils, essentiellement, vous avez deux tableaux téléchargeables depuis la plateforme ASP, des tableaux de restitution, d'accord? Et puis, les outils avec lesquels on va venir exploiter les données présentes dans les tableaux de restitution. Un tableau de bord pour la restitution globale des domaines, et puis un tableau de synthèse des résultats aux tests spécifiques. Alors, ceux-ci, ce sont des outils d'aide d'exploitation pour les résultats des évaluations nationales dès leur fin de passation. Il existe ensuite d'autres outils, on vient de citer Archipel, l'OAPEP, qui permettent aussi d'avoir des renseignements concernant les évaluations nationales. Deuxième partie, exploitation des évaluations nationales. Alors cette fois-ci, on va regarder de quelle manière on peut faire parler les données avec les outils d'exploitation. Alors, premier outil dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est celui qui s'appelle tableau de bord et qui concerne l'exploitation des résultats par domaine individuel des élèves. Si vous voulez en local pouvoir avoir une vision sur ce fichier-là, c'est celui qui vous a été envoyé en amont et qui s'appelle, qui porte le nom suivant, un fichier TDB, analyse, restitution, etc. Il y en avait un qui se terminait par école. Eh bien, c'est celui-ci que vous découvrez sur la diapositive. Et donc, ce premier outil, ça se présente, c'est un tableur Excel, avec un certain nombre d'onglets. Vous pouvez voir sur la diapositive ici, à gauche, la liste des onglets. Vous avez des onglets qui sont surlignés en jaune et puis des onglets qui se trouvent être en blanc. Les onglets surlignés en jaune, ils sont de deux natures. Le premier onglet s'appelle Information. On reviendra dessus, c'est la première page qui vous donne un certain nombre d'informations, notamment de quelle manière procéder pour pouvoir constituer l'outil, c'est-à-dire importer les données. Et puis, deux autres onglets jaunes, ce sont dans ces feuilles-là qu'on vient déverser les données individuelles des élèves, les résultats individuels des élèves par domaine. Et ensuite, vous avez un bouton qui vous permet de générer l'ensemble des autres pages, d'alimenter l'ensemble des autres onglets, TDB table, TDB classe, etc. Voilà. Alors, on va parcourir un tout petit peu ces différents onglets. Donc voilà. Premier onglet ici, information. Donc vous avez ici la façon dont on procède pour pouvoir réaliser l'alimentation de l'outil, mais pas que. Il y a également d'autres informations. Quelles autres informations? D'abord, ici, vous avez les résultats des élèves qui sont exprimés selon le niveau de maîtrise. Hein, donc on l'explique, à besoin fragile et satisfaisant. Et puis, troisième encart ici, vous avez un petit focus qui est fait sur la manière dont certaines informations dans l'outil vont être surlignées. Et il faut y prêter un petit peu attention parce que le rouge ne signifie pas la même chose selon que on regarde des taux de maîtrise à besoin et fragile ou que l'on regarde des taux de maîtrise satisfaisants. On y reviendra sur un exemple. Et puis la même chose pour le surlignage en vert. Voilà. Mais en tout cas, vous avez ici cette première page des informations qui concernent ces éléments. Alors, vous allez voir, on ne va pas passer comme ça beaucoup de temps dans le détail, mais juste quand même, cet onglet-là, c'est le premier onglet, tableau de bord établissement. Il s'agit ici, comme vous le voyez et comme vous en avez déjà l'habitude, de comparer
d'observer les résultats en français et en mathématiques sur l'ensemble de l'établissement. Alors, ils sont rangés soit par effectif, soit par proportion, et ça permet comme ça d'avoir une vision d'ensemble du niveau de sixième ou du niveau concerné sur l'établissement. Alors, deux autres onglets qui s'appellent TDB Classe français et maths, qui eux sont là pour cette fois-ci faire des comparaisons entre les résultats obtenus par une classe ou par une école avec ceux obtenus par le collège de référence. C'est-à-dire que la référence, c'est le collège, et on peut comparer ces résultats d'une école ou d'une classe à cette référence. Donc ici, vous voyez que le fichier ne mentionne pas des classes, mais des écoles, d'accord ? Et ici, ce que l'on voit apparaître, c'est que vous avez des cases qui sont surlignées en rouge. Alors, les cases surlignées en rouge, selon que l'on regarde une ligne maîtrise fragile ou bien une maîtrise satisfaisante, elles ne veulent pas dire la même chose. Ici, je vous en donne la traduction. La case qui se met en rouge dans la ligne maîtrise satisfaisante signifie que la proportion d'élèves satisfaisants dans ce domaine-là est de 15% inférieur à celui de l'établissement. Et vous pouvez effectivement comparer, en regardant 45,5 à 60,9, vous pouvez voir qu'il y a un écart qui dépasse les 15%. Alors cet écart de 15%, c'est un écart qui est fixé dans la première page information. Mais cet écart-là, vous pouvez le régler. Vous pouvez vous choisir, non pas 15%, mais 20% ou 30%. Ça, c'est pour essayer de révéler des écarts qui vous sembleraient être à questionner, qui demanderaient à être à questionner. Alors, il y a malgré tout des écarts qui sont conseillés, un taux d'écart conseillé, mais qu'on peut réajuster. Ici, par exemple, voilà, donc là, c'était l'encadré qui montrait le focus là-dessus. Si on regarde l'école numéro 3 et qu'on la compare au collège, vous pouvez voir que vous avez plein de cases rouges qui se mettent en surbrillance en se disant, bah, dans cette école-là, l'école numéro 3, il semblerait qu'il y ait quand même un certain nombre d'éléments qui interrogent. Sauf que, regardez bien, l'école 3, il se trouve qu'elle a un très faible effectif. Enfin, en tout cas, le nombre d'élèves qu'accueille l'établissement provenant de cette école est très faible. Il n'y a que 7 élèves. Et donc, 7 élèves, ça produit de facto des fluctuations de données très importantes. Ce qui fait que être dans une fourchette d'écart de 15% à l'établissement, c'est statistiquement tout à fait impossible. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez ici des cases rouges qui s'allument un petit peu de partout. Vous avez aussi d'ailleurs des cases vertes et qui s'allument ici aussi pour les mêmes raisons. C'est parce qu'ici, on a de fortes fluctuations du fait que l'école alimente le collège avec un nombre d'élèves petit. Donc ici, il faut quand même faire avoir un tout petit peu une vigilance sur le seuil que l'on se fixe au regard des effectifs que l'on accueille dans les classes et dans les écoles. Voilà, vous voyez, l'école numéro 3 ici, elle n'a que 7 élèves. On verra d'ailleurs que cette école-là, en termes de fluctuation, on observera d'autres phénomènes. Voilà, et donc ici, pour rappel, on revient sur cette page numéro 1, sur l'information, et vous voyez que le seuil ici qui était fixé par défaut, c'est 15%. Et ben pour un effectif de 7 élèves, c'est un écart qui est tout à fait trop faible statistiquement. Donc on peut envisager ici de l'augmenter, si on le souhaite, pour avoir quelque chose qui soit plus juste en termes de points de vigilance que statistiquement un peu défaillant. Voilà, vous voyez le fameux 15% qui est ici. Donc ça, c'est une case que vous pouvez modifier. Alors, les onglets TDB Graph 1 et 2 contiennent exactement la même donnée que les deux onglets précédents. Cette fois-ci, au lieu d'avoir une vision tableau, vous avez une vision graphique, ce qui permet d'un coup d'œil d'avoir des repérages. Alors, quel type de repérage ça permet de faire par rapport à la référence? Par exemple, on peut avoir, dans une classe ou dans une école, on peut observer des phénomènes de concentration, c'est-à-dire des élèves qui soient en surreprésentation, par exemple des élèves à besoins surreprésentés dans une classe ou une école par rapport à l'établissement, et qui peut amener une certaine interrogation
voire une prise en charge, un accompagnement, une régulation de l'équipe pédagogique en charge de l'école ou de la classe en question. Alors, l'onglet TDB Graph 3, c'est un onglet qui est nouveau depuis cette année. Et l'idée de cet onglet, c'est d'essayer de faire un petit peu d'analyse des résultats. Et comment est-ce qu'on procède ici? Eh bien, on procède par croisement de domaines en maths, donc domaine maths, ou bien de croisement de deux domaines français, ou même des croisements entre maths et français. Ces deux domaines, vous pouvez les sélectionner dans les cases qui sont surlignées en jaune. Vous voyez ici les deux domaines qui ont été saisis, test spécifique de compréhension de l'écrit, et puis en dessous, test spécifique de résolution de problèmes. Et ça permet, comme ceci, de constituer un graphique, un nuage de points, chaque point correspondant ici à une école, et pour chacun de ces points, donc pour chaque école, on a donc en abscisse son score, donc sur l'axe horizontal, le score sur la compréhension de l'écrit, et puis sur l'axe vertical, le score sur la résolution de problèmes. Voilà, ça permet de croiser deux domaines. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt, cet outil-là d'analyse? Eh bien, par exemple, ici, ça permet d'aller observer alors ici, je suis désolé, on a les points qui ont disparu, mais il faut s'imaginer que sous les étiquettes, vous avez les points. Ça permet d'observer si on a des corrélations ou pas du tout, ou bien d'observer si certaines écoles, ici, certaines écoles, eh bien, produisent des résultats intéressants, etc., de pouvoir comparer entre elles. Alors, je glisse tout de suite à, pardon, voilà, cette situation-là, où vous pouvez voir là un alignement des écoles autour de deux thématiques. La première thématique, le premier domaine, c'est le score en résolution de problèmes qui est mis sur l'axe horizontal et qui est croisé avec la compréhension de l'oral. Et vous pouvez voir ici qu'on a un alignement qui laisse à penser que si on connaît le score sur les tests spécifiques à l'oral d'une école, on peut en déduire celui en résolution de problèmes. Autrement dit, il semblerait qu'il y ait une corrélation, qu'il y a un lien. L'idée de savoir ensuite si l'un est la cause de l'autre, et ça peut être intéressant comme objet d'étude que l'on peut proposer, notamment en conseil école-collège. Voilà, on a ici un phénomène qui vient de se produire. Quelles peuvent être les sources d'explication de ce phénomène-là? Par exemple, qui est la cause de l'autre? Est-ce que, pour mieux comprendre un problème, il est utile pour un élève d'avoir de bonnes compétences en compréhension de l'oral? Ben ça, ce sont des éléments aussi qui peuvent être après éclairés par la recherche et donc amener des régulations collectives, notamment dans le cadre de liaison école-collège. Voilà, alors exemple de contexte ici, un conseil école-collège avec ce questionnement possible, identifier un objet de travail collectif qui sécurise le passage du CM2 à la 6e, par exemple ici concernant la réussite en résolution de problèmes. Alors vous avez d'autres pistes d'exploitation de ces résultats-là qui sont donnés sur EduSchool. Alors on ne va pas ici les lister, les lire, vous les connaissez probablement, ils sont téléchargeables depuis le site. Ce sont des pistes qui sont données soit pour des travaux en équipe pédagogique, on reviendra sur quelques idées également pour des travaux en équipe pédagogique, entre personnel de l'établissement, en conseil école-collège, on vient de voir ici une illustration, ou bien pour réaliser un dialogue entre l'établissement et l'autorité académique. Allez, alors on y va pour la troisième partie, cette fois-ci qui concerne un focus sur les groupes de besoins. Alors, la question ici est de savoir, c'est de voir comment est-ce qu'on peut constituer les groupes de besoins avec les évaluations nationales le permettent-elles. Ce qu'on vous propose d'abord, c'est de voir si le premier tableau de bord peut être une aide pour constituer des groupes de besoins. Voilà. Donc on reprend ce premier outil, donc vous avez bien vu, c'est le tableau de bord analyse-restitution qu'on vient de balayer ensemble. Et on va essayer d'aller observer de quelle façon il peut être utilisé pour constituer des groupes de besoins. Alors, on vous propose ici juste un exemple d'exploitation pour faire des groupes. Bien entendu, il peut y avoir d'autres stratégies, on pourra éventuellement en parler un peu plus tard, si tant est qu'il y en ait qui des questions.
Si on regarde l'onglet EVA Group Maths par exemple, vous arrivez sur une feuille de calcul qui est celle qui provient directement, issue directement de ASP, de la plateforme ASP. Donc, ce sont les résultats bruts. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fiche-là, sachant que ici vous avez les résultats individuels par domaine, c'est-à-dire pour chacun des élèves, on peut savoir s'ils sont à besoin ou pas, ou fragiles ou satisfaisants dans chacun des domaines en maths et en français évalués. Et ben, en filtrant, par exemple, on peut notamment faire remonter sur nombre et calcul les élèves qui pourraient être à besoin. Voilà. Quand on opère ce filtre-là, on s'aperçoit que l'effectif renvoyé par la feuille de calcul est de 30. Et on voit là, on peut imaginer à ce moment-là que si on dispose de 2 groupes pour pouvoir ici se charger de ces élèves-là, ben voilà, on peut ici faire 2 groupes de 15 quand c'est possible et de reprendre en charge les élèves identifiés. Mais on voit immédiatement, à travers cet exemple-là, une première limite qui se dessine, je reviens pardon sur la diapositive 40, une première limite qui se dessine, qui est la tension qu'il y a d'un côté entre l'épuisement du vivier, quand on fait des filtres et qu'on pose des critères, et puis de l'autre côté, la saturation du groupe que l'on est en mesure de constituer. Et donc la tension, c'est d'essayer d'équilibrer les deux choses, les aspects pédagogiques d'un côté avec la structure de l'autre. Et vous voyez qu'ici, on sort déjà à une première difficulté en faisant ce simple filtre-là. Deuxième élément, cette fois-ci d'une nature plutôt didactique, c'est que on vient de faire remonter des listes d'élèves à besoin en nombre et calcul. Si on regarde un peu plus en profondeur les profils de ces élèves-là, alors vous pouvez voir ici que ces 2 élèves, ils sont considérés à besoin en nombre et calcul. Et puis, ce que vous voyez apparaître dans le tableau et sur le graphique qui se trouve en dessous, ce sont des données tirées des tests spécifiques. Et ce que disent ces données, c'est que ces 2 élèves-là, considérés à besoin en nombre et calcul, ils ont des profils à l'intérieur de ce domaine très différents. Regardez le radar ici, qui est à droite. Vous pouvez voir qu'en compréhension du nombre, en opération, dans le domaine de la proportionnalité ou dans le domaine de la résolution de problèmes basiques, qui sont des domaines, enfin qui sont en tout cas des sous-domaines de nombre et calcul, vous pouvez voir qu'on a des profils tout à fait différents. Et donc, ce qui fait qu'à l'intérieur de ces groupes à besoins, on se retrouve encore avec un niveau d'hétérogénéité qui balaye un spectre dans nombre et calcul relativement large. Et l'objectif ici de ce dispositif, c'est précisément celui-ci, c'est de parvenir à réduire, à contenir un petit peu l'hétérogénéité. On y reviendra après, cette hétérogénéité, il ne s'agit pas de rendre les groupes homogènes, on verra que ça n'a pas de sens, mais de contenir un peu l'hétérogénéité de façon à pouvoir mieux prendre en charge les besoins des élèves qui s'expriment. Donc ici, on touche un petit peu à une limite avec ce type de données. Alors, c'est là où interviennent, où viennent en complément les résultats aux tests spécifiques. Simplement, avant de rentrer dans les détails de l'outil qu'on vous propose pour pouvoir réaliser l'exploitation de ces données, c'est d'abord de comprendre ce que sont ces tests spécifiques. Les évaluations nationales, que ce soit en maths ou en français, elles ont un certain nombre d'items. En général, c'est à peu près une cinquantaine d'items. Parmi ces items, certains sont prélevés pour constituer ce qu'on appelle des items libérés, c'est-à-dire des tests spécifiques. Donc, ils sont simplement rattachés à un titre. Mais les élèves, évidemment, ils passent une seule évaluation. Ils ne passent pas d'un côté une évaluation des domaines et puis de l'autre les tests spécifiques. Pas du tout. Ils passent un ensemble d'items dont certains sont prélevés pour alimenter ce que l'on appelle les tests spécifiques. Et donc, vous voyez ici sur le tableau de droite, en automatisme, vous avez de cette façon 23 items qui sont libérés en 6e. En résolution de problèmes, vous en avez 19. Et pour le français, vous avez 2 tests spécifiques en compréhension d'écrit lexique qui chacun contiennent 19 items
et 15 items. Voilà, donc il faut s'imaginer que voilà, vous avez ici un exemple d'énoncé hein, de tests spécifiques, ça se présente de cette manière-là. Tout le monde le sait très bien. Voilà deux exemples ici sur le test automatisme, deux exemples d'énoncés. D'ailleurs, ce sont ici, on ne va pas faire de mystère, l'item 12 et l'item 5, ce sont les items qui sont à la fois le 12 le mieux réussi dans l'établissement et au national, et l'item 5, l'item qui est le moins bien réussi dans l'établissement également au national. Voilà. Et donc, on a comme ça un certain nombre d'items qui ont été libérés et qui constituent ces tests spécifiques. Et sur la plateforme ASP, on obtient, on télécharge ces données-là qui sont les résultats item par item, élève par élève, à chacun de ces tests spécifiques. Donc vous avez ici un extrait, hein, voilà, pour chaque élève, vous avez par automatisme la réponse qu'il a donnée, et puis le 1 ou le 0, c'est-à-dire est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux. L'objectif, c'est avec cette information de voir dans quelle mesure ça peut être une aide pour constituer des groupes, et des groupes indépendamment, ce qu'on essaye de faire en tout cas au rectorat, c'est des groupes indépendamment de la structure et qui veillent aussi à caractériser les besoins des élèves. Voilà. Alors vous avez ici le fichier qu'on vous propose. Cet outil, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. C'est un tableur avec un certain nombre d'onglets, de feuilles de calcul. Onglets en jaune, vous en avez plusieurs. Ces onglets jaunes, ce sont les données qui sont importées automatiquement dans l'outil à partir des données brutes. Vous avez les exploitations maths et français simultanément sur des mêmes. En bleu, vous avez les qui sont des compléments d'exploitation en maths. Et en vert, vous avez des compléments d'exploitation en français. Alors, si on regarde par exemple le premier onglet rose qui s'appelle maths français, vous pouvez voir apparaître sur cet onglet-là, sur cette feuille de calcul, eh bien, les résultats au test, les taux de réussite, pardon, de l'établissement au test spécifique, question par question, vous avez simplement un morceau de l'information qui a été prélevé. Si vous avez ouvert en local le fichier, vous pouvez constater que vous avez 4 tableaux. Les 4 tableaux correspondent aux 4 tests spécifiques maths français. Alors ici, par exemple, si vous regardez bien, ce tableau-là, il a été classé par ordre croissant de taux de réussite, donc du moins bien réussi au mieux réussi. Et on retrouve ici que l'item le moins bien réussi dans l'automatisme, c'est la question 5, le score de 29%, qui est le score le plus faible, le taux de réussite le plus faible sur l'automatisme Q5 et qui pourrait nous indiquer une trajectoire de travail. C'est-à-dire se dire, ben voilà, les nombres décimaux ici, eh ben effectivement, il y a peut-être des choses, comme c'est le cas aussi dans d'autres établissements, évidemment, hein, mais on pourrait ici se dire que c'est une piste à prendre d'accompagnement des élèves, de régulation, etc. Sauf que ici, ce qu'on souhaite également faire, c'est en même temps dépister des besoins d'élèves. Or là, on peut dire que le besoin, il est généralisé. Il se trouve sur l'ensemble quasiment de la cohorte. Alors que le besoin qui est plus spécifique, il concerne, on pourrait aller jusqu'à l'extrême inverse, il concerne plutôt des élèves qui auraient échoué à l'item le mieux réussi de l'établissement. Et c'est ici l'item Q12. Certes, il a 94%, mais ça sous-entend que vous avez 6% d'élèves qui ont échoué cette question-là. Calcul avec les nombres décimaux. Et si vous avez bien vu, bien observé cet item, vous pouvez voir que c'est un item qui relève des nombres entiers. Il ne s'agit pas d'un item forcément simple, mais on peut se dire que au niveau de la formation des élèves en sixième, ici, c'est plutôt une alerte. Alors, si on s'intéresse un peu plus finement à ce dernier item, voilà. Simplement ici,
Ça, c'est pas contenu dans le fichier, c'est une information complémentaire. Si on regarde nos tests spécifiques automatisme des élèves qui ont répondu juste à cet item, vous constatez qu'elle est de 14,7 sur 23. Et si vous regardez la moyenne au test spécifique automatisme des élèves qui ont répondu faux à Q12, elle est de 9,1. On voit qu'il y a là un écart plutôt significatif entre ces deux groupes d'élèves. Sous-entendu, cette question-là, elle est assez déterminante pour la réussite au test des élèves. Alors, on pourrait imaginer qu'on procède à une étude un peu plus sophistiquée qui permette ici d'établir quels sont les items qui expliquent le plus les écarts de résultats sur les tests en automatisme. Alors, on a évidemment la même chose ici sur le français. Vous pouvez voir encore les items ici ont été classés par ordre décroissant. Et on va aller voir justement l'item qui concerne le sommeil question 2. Vous pouvez constater que le sommeil question 2, vous pouvez voir que c'est un énoncé qui, s'il est incompris, on voit assez rapidement qu'il peut mettre en difficulté les élèves sur des compréhensions qui touchent nombre de disciplines. Voilà. Et donc, pourquoi ce choix ici de présentation de cet onglet-là? En quoi il peut être utile finalement cet onglet-là avec les résultats de ces tests spécifiques? Eh bien, il peut être utile notamment au sein de conseils pédagogiques où on montre à l'ensemble des enseignants et pas que de maths et de français que cet item-là a posé problème et que s'il pose problème, eh bien, les élèves qui sont en difficulté sur cet item, potentiellement, ils sont en difficulté dans un grand nombre de disciplines pour comprendre des textes, pour comprendre les écrits qui sont produits dans la discipline concernée. Si maintenant on revient sur la page automatisme et qu'on souhaite cette fois-ci aller identifier les élèves qui n'ont pas su répondre convenablement à l'automatisme Q12, ces fameux élèves, ces fameux 6% d'élèves, si on veut pouvoir les identifier, eh bien, il suffit d'appliquer le filtre sur l'automatisme Q12, le filtre 0, et ça vous fait de cette manière remonter la liste des élèves qui sont en difficulté sur cet automatisme. Et vous pouvez observer ici qu'ils sont en nombre de 12 sur l'ensemble du niveau 6e de cet établissement. Et donc ici, on peut éventuellement envisager de constituer un groupe de besoins qu'on viendrait ensuite, bien sûr, conforter par d'autres élèves pour procéder à la saturation en effectif du groupe, mais en tout cas, en ayant ici un profil de groupe très précis sur cet item. Alors évidemment, vous voyez ici la difficulté de répliquer la démarche, eh bien, elle réside dans deux choses. D'abord, si on doit faire cette démarche-là item par item, la fréquence de rotation des groupes devient très élevée, puisqu'il y a beaucoup d'items. Et puis, on observe aussi la même tension que tout à l'heure entre épuisement du vivier d'un côté et saturation du groupe de besoins de l'autre. C'est la raison pour laquelle on peut procéder d'une autre manière et on peut aussi se poser une autre question qui serait qu'est-ce qui a pu mettre, quel est le savoir clé qui a mis les élèves en difficulté pour répondre à Q12, à cette question 12? Et plus largement, est-ce que ce savoir clé, il est aussi présent dans d'autres items? Et là, on en vient à se poser la question didactique qui est de savoir, est-ce qu'il y a dans ces tests spécifiques, des groupements d'items, des grappes d'items à constituer autour de savoirs clés qui permettraient ensuite d'obtenir, de diagnostiquer des besoins d'élèves? Eh bien, c'est tout le travail de fond qui a été réalisé sur cet outil. Ici, sur ce tableau, par exemple, qui n'est qu'un extrait de l'onglet thème matref, en fait, cette page-là ne sert à rien en termes d'exploitation. C'est le cœur de la machine. Et le cœur, c'est quoi? C'est ici d'avoir procédé à du grappage, à du regroupement d'items en domaines ou en sous-domaines. On a essayé de caractériser les savoirs clés, donc de référencer chacun des items par savoir clé. Alors, c'est des choses qui seront encore un petit peu ajustées en septembre. Vous avez là une première version.
elles seront forcément réajustées pour l'entrée de septembre parce que ici, elles sont liées aux tests spécifiques de 2023, qui ne seront pas les mêmes de ceux qu'on va obtenir en septembre. Il y aura forcément des évolutions. Donc, il y aura évidemment un nouveau fichier de ce point de vue-là à constituer. Mais il sera fait et présent dans l'outil. Mais c'est le cœur de la machine. Et si vous regardez bien d'ailleurs l'ensemble, si vous regardez un test spécifique dans son ensemble, par exemple l'automatisme, et ça pourrait être aussi un autre test, et qu'on se pose la question, quels sont les items qu'il conviendrait de regrouper, c'est une question didactique qui n'est pas si simple. Et c'est une question didactique qui renvoie à la question de savoirs fondamentaux, etc., de savoirs clés, tremplins. Et c'est ici le travail que l'on a réalisé. Alors, qu'est-ce qu'il permet de faire maintenant, ce travail? Eh bien, par exemple, si vous allez dans l'onglet Résultats DOM, sous-entendu Résultats par domaine, vous pouvez voir un grand tableau avec cette fois-ci, en première ligne, donc des intitulés de colonnes, et chacun de ces intitulés de colonnes correspond à un ensemble d'items regroupés. Et cet ensemble d'items regroupés, il a été constitué à partir d'un savoir un peu clé, sous-jacent à tous ces items, commun à tous ces items. Donc vous allez retrouver compréhension du nombre, figure géométrique, et puis également d'autres éléments en français. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce tableau-là? Eh bien, exactement la même chose que tout à l'heure. On peut filtrer. Par exemple, ici, en compréhension du nombre, on peut appliquer le filtre 2, c'est-à-dire aller regarder les élèves qui ont répondu de manière juste à 2 items concernant la compréhension du nombre. Et de cette manière, vous faites remonter les noms des élèves correspondants. On constate ici, par exemple, qu'on a 6 élèves. Alors, il s'avère que dans les scores possibles, ici en compréhension du nombre, dans 7 établissements, le score minimal était de 2. Je vous invite à aller voir directement sur le fichier. Le score minimal était de 2. On peut imaginer que sur d'autres établissements, ce soit évidemment, il y ait des scores 0 ou 1, etc. Il y a des scores plus faibles. Là, ici, on voit qu'un score à 2, on a 6 élèves. C'est-à-dire que 6 élèves, par rapport à la structure d'un groupe constitué à 17 ou à plus d'élèves, ça ne correspond pas. Alors, on peut essayer cette fois-ci d'appliquer un filtre qui serait de 2 ou 3. Alors, en appliquant ce type de filtre, on arrive à un groupe de 14 élèves constitués. Même chose, on peut se dire qu'on n'est pas tout à fait, on colle pas tout à fait à la structure. Vous voyez bien dessous que ce que l'on a sécurisé, c'est le besoin des élèves en compréhension du nombre. Et puis, si on continue, cette fois-ci en 2, 3 ou 4, on arrive au-delà du seuil de saturation du groupe, puisqu'on serait à 24 élèves, pour des élèves à besoin. Alors, comment peut-on procéder pour justement pallier à cette difficulté de épuisement-saturation? Eh bien, il y a un autre onglet qui s'appelle Analyse DOM, qui cette fois-ci permet de croiser des domaines. Et l'idée, c'est de croiser des besoins pour ajuster à la fois la structure et pour caractériser plus finement les besoins des élèves. Par exemple ici, ça n'est qu'un exemple, il n'est pas forcément le plus pertinent, on peut imaginer qu'il y en ait de plus pertinent à réaliser, ça fera partie d'ailleurs des échanges, en tout cas de l'accompagnement qu'on aura nous auprès des enseignants en français et en maths. Ici par exemple, si vous cliquez sur compréhension du nombre et opération, parce que dans cette feuille de calcul d'analyse domaine, vous avez d'abord un premier tableau qui s'affiche, dans lequel, dans les cases en bleu, vous allez pouvoir sélectionner des domaines. Et ces domaines, ensuite, ils vont pouvoir être croisés. Croisés, encore une fois, dans un nuage de points, avec horizontalement les scores en compréhension du nombre, verticalement les scores en opération. Chacun des points ici, c'est donc un couple de scores. Et vous pouvez noter qu'il y a également une petite étiquette. La petite étiquette qui s'affiche, c'est le nombre d'élèves ayant enregistré ce score. Vous voyez par exemple ici, la flèche indique, sur le point concerné, qu'un effectif de 3 élèves ont un score de 4 dans le domaine de la compréhension du nombre et de 2 dans celui des opérations. Ce que permet de faire ce croisement-là, d'abord, c'est des constats didactiques, c'est de réaliser ici que eh bien, la compréhension du nombre peut être vue comme une
condition nécessaire, mais pas forcément suffisante pour être à l'aise en opération, puisque vous pouvez avoir des élèves qui soient plutôt à l'aise en compréhension du nombre, plutôt à l'aise, du moins qui enregistrent un score plutôt bon, et qui restent avec des scores relativement faibles en opération. En tout cas, vous voyez que le nuage de points se concentre plutôt en bas à droite. Donc ça, après, ça pose des questions didactiques, etc., qu'on peut être amené à s'emparer avec les enseignants. Mais ça peut aussi aider pour constituer un groupe de besoins, ici, autour de ce double domaine. Et notamment en procédant par identification de la structure. Vous voyez ici le cadre. Dans ce cadre-là, vous avez 17 élèves qui ont été encadrés. Voilà. Et donc ces 17 élèves, c'est ce qui peut constituer le groupe de besoins que l'on souhaite constituer sur ces deux entrées fondamentales que sont compréhension du nombre et opération. Dans ce même fichier, cette même feuille de calcul, pardon, vous avez juste en dessous du nuage de points, une fois qu'on a fait le cadre ici, on peut se poser la question, mais qui sont ces élèves? Qui sont-ils? Eh bien, en dessous du nuage de points, vous avez un tableau. Et dans ce tableau, vous pouvez cliquer sur les filtres des colonnes de manière à faire remonter ces élèves. Et donc ici, on a identifié quoi? On a identifié des élèves dont le score en compréhension du nombre est inférieur à 3 et dont le score en opération est inférieur ou égal à 5. Autrement dit, on s'est concentré davantage sur les élèves qui ont un besoin en compréhension du nombre. D'accord? Et vous avez comme ça vous permet comme ça évidemment de remonter les 17 élèves, vous les connaissez. Et cette fois-ci, on parvient à équilibrer la tension qu'il y a d'un côté entre la structure, c'est-à-dire le phénomène de saturation, aller jusqu'à 17, 18, 20 ou 15 selon l'effectif que l'on peut accueillir dans son groupe ou ses groupes, et d'un autre côté, la caractérisation du besoin de ce groupe. Voilà. Ici, un autre exemple en français qui croise deux domaines, texte littéraire et puis sémantique lexicale. Et même chose ici dans le cadre, vous avez d'identifier un groupe de 15 élèves. On a ici un effectif de 15 élèves. Et une fois qu'on a identifié cet effectif de 15 élèves, ça nous permet, avec le tableau, de faire remonter le nom des élèves qui sont à besoin dans ce domaine. Alors peut-être que Audrey, tu veux apporter un éclairage sur cet exemple de français que je serais bien incapable de commenter. Oui, alors peut-être pour revenir à la question de la collègue tout à l'heure que je trouvais très intéressante et qui était peut-on croiser deux domaines ou deux besoins, deux items. Là, c'est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire que si on s'intéresse par exemple à la compréhension en français, mais qui est valable évidemment pour toutes les autres matières, la compréhension de l'écrit, on peut très bien imaginer de croiser par exemple la compréhension de l'écrit avec la compréhension de l'oral, ou la compréhension de l'écrit avec le lexique, ou la compréhension de l'écrit avec la fluence. Et selon le deuxième domaine, ou le deuxième item, le deuxième besoin avec lequel on croise le premier, on va affiner le besoin de l'élève. Si on croise par exemple la compréhension de l'écrit avec l'oral, on va plutôt en fait travailler sur la question de la mémorisation et des inférences. Si on croise la compréhension de l'écrit avec la fluence, on va plutôt en fait travailler justement sur la question des groupes syntaxiques et donc de cette vitesse de lecture qui permet en fait de rassembler les mots qui ont un sens ensemble. Si on travaille la compréhension de l'écrit avec le lexique, on va plutôt travailler justement sur la mise en réseau des mots. Que veut dire un mot seul, mais surtout que veut-il dire au sein d'une phrase ou au sein d'un texte. Et donc, il est assez intéressant, en fait, comme le disait mon collègue, de pouvoir croiser deux éléments qui vont permettre d'affiner les besoins des élèves et donc de proposer des réponses adaptées à ces besoins par des choix, en fait, didactiques, voilà, précis. Ici, on propose, en fait, de croiser le texte littéraire et la sémantique lexicale pour s'interroger sur la capacité de l'élève à s'appuyer sur le sens des mots pour comprendre ce qu'il dit. Et pas simplement le sens des mots seuls, mais le sens des mots en réseau dans un texte. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'en fait, l'idée, en tout cas de fond, qu'il y a à travers cette exploitation de cet outil,
C'est les savoirs fondamentaux, les savoirs importants, les savoirs clés. Et l'idée, c'est de permettre d'obtenir un regard, une analyse pour pouvoir cibler et connaître les élèves à besoin sur ces champs-là. Peut-être pour rassurer les collègues, évidemment, les choses vont se faire dans le temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir un accompagnement dans la durée. L'idée, c'est peut-être d'abord de commencer par les domaines, c'est-à-dire que les collègues fassent des filtres sur les domaines, avec l'idée, alors moi je ne parle que pour les lettres, mais de compétences prédictives qu'il faudrait peut-être travailler davantage au premier trimestre, de manière en fait à avoir des groupes de besoins qui permettent voilà, un travail plus fin sur la question de l'affluence, de la compréhension de l'oral, de la compréhension de l'écrit. Et puis petit à petit, les inspecteurs vont accompagner les équipes pour affiner le diagnostic et donc affiner le travail sur le croisement des domaines ou des besoins ou des items. Donc je pense qu'il y a, voilà, effectivement, c'est un travail qui va s'inscrire dans le temps, tranquillement, par un accompagnement de proximité. Voilà, donc là, on vient de voir un exemple, on fait remonter la liste des élèves. Évidemment, on n'est pas surpris qu'il soit d'un nombre contenu, puisque on a fait en sorte qu'il n'y en ait que 15. Donc on essaye d'avoir un équilibre, encore une fois, entre d'un côté le phénomène de saturation du groupe et de l'autre côté le phénomène d'épuisement des besoins des élèves. Alors une toute petite dernière chose pour clore justement ce troisième point. Toute l'idée ici, c'est d'opérer par l'hétérogénéité de structure, c'est-à-dire constituer des groupes dans lesquels on va homogénéiser autour d'un besoin. Mais attention, ça ne veut pas dire, c'est la question posée, est-ce qu'on va avoir des groupes homogènes ou à hétérogénéité ici choisie, on pourrait dire hétérogénéité contenue? La réponse est un peu contenue dans la question. On ne va pas faire des groupes homogènes. Je vous propose deux illustrations. Vous avez à droite la distribution des scores sur ce collège concernant la compréhension du nombre. C'est-à-dire, ici, vous pouvez voir que 30 élèves ont eu un score de 2 dans ce domaine-là, 3 élèves ont eu un score de 36, etc. Et quelle est l'idée? L'idée, c'est, par exemple, en compréhension du nombre, de se dire, voilà, on a ici en jaune et bleu ciel des élèves qui sont effectivement un peu en décrochage par rapport aux autres. Et au niveau de cette distribution, on est en train de se dire quoi? On va s'occuper d'une partie du spectre de la difficulté, de l'hétérogénéité. Par exemple, ici, on choisit de mettre le focus sur les élèves qui ont présenté le plus de difficultés. On pourrait imaginer d'autres stratégies, bien entendu, hein, mais c'est juste à titre d'illustration. Alors, si on fait cet effort-là et qu'on constitue un groupe de besoins autour, c'est compréhension du nombre, et si on constitue un groupe de besoins, par exemple, autour de nombres entiers, c'est le groupe 1 ici, hein, et que cette fois-ci, on compare sur le graphique de gauche le profil des élèves dans ce groupe avec le profil des élèves qui constituent les autres groupes, eh ben vous pouvez voir que les choses ne sont pas si homogènes que ça. Certes, on trouve qu'il y a un écart important au niveau des entiers, ce qui est normal puisqu'on a constitué ce groupe avec cette entrée sur les entiers, donc il y a un écart de score important. Il y a un écart de score qu'on peut juger important sur les décimaux. Il n'est pas complètement, c'est pas complètement, comment dire, farfelu dans la mesure où des problèmes sur les entiers peuvent aussi expliquer un certain nombre de difficultés sur les décimaux. Mais vous pouvez constater que les écarts se réduisent considérablement sur fraction, opération et proportionnalité. Autrement dit, y compris en mathématiques, y compris sur des entrées mathématiques, le groupe a besoin sur les entiers présente tout de même une certaine hétérogénéité sur les autres entrées. D'accord? Donc, les groupes de besoins ici, ne sont pas des groupes homogènes, ce sont des groupes plutôt à hétérogénéité contenue. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on essaye d'agir, en tout cas, c'est tout l'objet de l'outil qui a été proposé et du fond de l'outil qui a été proposé. Voilà. Et ça clôt cette troisième et dernière partie.